Soit vous faites partie des hystériques susceptibles qui n'acceptent pas la critique des technologies émergentes, soit vous y êtes intensément allergique et la simple évocation des NFT, de la blockchain ou du métaverse vous hérisse les poils. Pourtant, faut-il vraiment choisir un camp? Pourrions-nous avoir une position nuancée sur cette question et surtout pourrons-nous enfin nous mettre d'accord sur une chose? Ces technologies doivent être mises au service d'un projet, pas l'inverse. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre aventure au cœur des processus de création d'un projet de dev. Et si ça peut être tentant de développer une application autour des technologies émergentes, faut-il vraiment le faire? Parfois, on a presque l'impression que c'est un gimmick marketing sans fond. Pourtant, est-ce qu'il faut tout jeter dans ce domaine? Et surtout, n'existe-t-il pas aujourd'hui suffisamment de méthodes et de stratégies qui ont fait leurs preuves pour susciter l'envie et le désir des utilisateurs? Comme je le disais dans une précédente vidéo, à chaque fois que j'évoque Devolved, mon projet d'application de collection de cartes, la première chose qu'on me demande, c'est si ça va être un projet NFT. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ma position nuancée sur le sujet et j'espère que vous emprunterez cette même voie à propos de votre projet. C'est parti. Bonjour, je suis Hugo Taché, développeur indépendant web et mobile, et je pense que mon premier contact avec la blockchain Bitcoin remonte à 2014-2015. À cette époque, je n'étais pas encore développeur, mais pourtant je m'amusais déjà à conceptualiser des applications. Avec un ami, qui lui était développeur, on s'était lancé dans un projet titanesque autour de cette technologie. Mais une des erreurs qu'on a faites, et une des raisons pour lesquelles ce projet était mauvais, c'est qu'il était devenu l'esclave d'une technologie. On n'utilisait pas la blockchain pour tenter de résoudre une problématique, au contraire, on essayait par tous les moyens de trouver des idées pour simplement exploiter cette technologie. Autant vous dire que toutes les années qui ont suivi m'ont beaucoup amusé et j'ai pu observer la naissance de tellement de projets de ce type que j'ai pu forger mon esprit critique à l'égard des technologies émergentes. Hier c'était les NFT, demain ce sera le métaverse. Et on ne peut qu'être tenté de se lancer dans l'aventure de ces technologies. On a peur de rater le train, on a peur de passer à côté d'une révolution. Parfois on transforme nos bonnes idées en mauvaises parce qu'on veut pivoter et rattraper un retard qui n'existait pas. La solution est simple, faire la part des choses et surtout que créer l'envie auprès de nos utilisateurs peut s'opérer sans tomber dans une hype artificielle. Dans l'épisode précédent, nous avons étudié la concurrence, nous avons établi une vision plus claire de l'environnement et du domaine que cible notre projet, mais nous avons aussi observé les mécanismes économiques des applications existantes. On a pu extraire de ce travail l'essence même de notre idée, son originalité et son positionnement dans cette jungle. Chaque épisode peut se regarder individuellement, mais bien entendu vous en tirerez le maximum si vous regardez aussi les autres. Sachez que d'ailleurs cet ensemble de vidéos s'adresse à tous les niveaux, à toutes les compétences et peu importe vos langages de prédilection, ici ce sont des principes universels que nous allons étudier. Comme à chaque fois, je vais me servir pour mes démonstrations de mon propre projet d'application Devolved. Pour résumer, Devolved permettra de collectionner des cartes à jouer, un peu comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Mais mon objectif est d'arriver à une expérience de collection haute fidélité. Les cartes seront fabriquées en partie avec l'aide d'une IA, qui recèle quelques mystères. Si vous voulez en apprendre plus, en description et en fiche, vous trouverez la vidéo d'introduction de l'histoire de Devolved. Pour les plus inquiets, du coup, c'est le sujet aussi de l'épisode d'aujourd'hui, ce ne sera pas un projet NFT. Par contre, vous verrez, grâce à ça, je vais vous apprendre plein de choses. Aujourd'hui, on va donc rechercher quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour attirer nos futurs utilisateurs et donner de la valeur à notre idée. On va par la même occasion commencer par une discussion autour des technologies émergentes pour déterminer la philosophie qu'il ne faut surtout pas adopter. La technologie au service des idées. La captation et la rétention d'une audience, c'est le saint graal tant recherché. C'est donc pas un hasard si de nombreuses entreprises tentent d'innover autour de certaines technologies émergentes. Car la technologie au sens large fascine toujours. D'un côté les utilisateurs, mais aussi les investisseurs qui, même s'ils ne comprennent pas directement à quoi elles servent, observent chez leurs voisins des succès hors normes. Forcément, quand on voit que Facebook se renomme Meta et compte mettre le paquet sur le métaverse, c'est un signal fort pour les investisseurs. En gros, venez investir dans ce domaine, nous serons les garants de la réussite. Et puis quand on voit les singes du Bored Ape Yacht Club, qui se vendent pour des milliers de dollars, comment ne pas succomber à l'appât du gain? Ça a l'air tellement facile. L'objet convoité n'a même pas besoin d'être beau ou artistique. Il suffit qu'un nombre suffisant d'investisseurs le considère comme un refuge de valeur. En fait, c'est juste la transposition dans le monde numérique de ce qu'est le marché de l'art contemporain. Des coquilles vides qu'on remplit d'argent pour les utiliser comme moyen de transaction et de spéculation. Et puis de toute façon, le salut viendra des blockchains. Les blockchains sont comme des pierres philosophales. Tout ce qu'elles touchent devient de l'or. Alors mettons des blockchains partout. Peu importe ce à quoi elles peuvent servir. L'important c'est de toute façon de ranker notre projet, de le médiatiser en ayant dans nos gros titres les termes métaverse, NFT et blockchain. Et d'ailleurs, voici une vidéo qui illustre parfaitement ce phénomène. Les barrières commencent à tomber dans le luxe. Intelligence artificielle, RFID, imagerie ou impression 3D, parmi une sélection de technologies qui leur ont été présentées, les maisons de luxe interrogées en ont déjà adopté 2 différentes en moyenne. On va plus que doubler l'utilisation de la technologie grâce à ces tests et on voit qu'il y a des champs d'investigation pour les acteurs en présence qui concentrent beaucoup d'intérêt. Les champs technologiques qui sont le plus en phase d'exploration aujourd'hui, c'est tout ce qui a trait à la blockchain, au NFT et au métavers.
En une seule intervention, voici la démonstration flagrante de l'ignorance des personnes qui veulent surfer sur la vague. Le problème est plutôt simple. NFT, blockchain, métaverse ne sont que des outils. Pour les NFT, l'intérêt est de pouvoir individualiser un élément sur une blockchain, le rendre unique et traçable. Par exemple, aborder les NFT comme support de sauvegarde des titres de propriété existants dans la réalité est un usage parfaitement concevable. Grâce à eux, il est possible de faciliter les transferts de ces propriétés et de ne plus avoir besoin d'un tiers de confiance. L'authenticité d'un titre est garantie et publiquement vérifiable. C'est véritablement une technologie révolutionnaire et géniale. Révolutionnaire au sens qu'elle peut sécuriser des échanges qui jusqu'ici pouvaient toujours subir les défaillances humaines. Concernant les blockchains, ce sont avant tout des supports technologiques. Le principe d'une blockchain seul ne se résume pas à grand chose. Ce sont les applications qu'on va développer grâce à ce type de structure qui démontrent la puissance de celle-ci. Par exemple, les crypto-monnaies ne sont pas un synonyme des blockchains. Ce sont des applications développées sur le support qu'est la blockchain. Les NFT, c'est pareil. Ils constituent uniquement un type d'application développée sur la blockchain. Et pour parler rapidement du métaverse, ce n'est pas parce que Zuckerberg a décidé qu'il serait le prophète à l'origine de ceci qu'il n'existait pas avant. La seule chose que Facebook, désormais Meta, souhaite voir se produire, c'est l'adoption massive de la réalité virtuelle. Les métaverses existent depuis très longtemps. On connaît tous Second Life qui existe depuis presque 20 ans. Mais aussi Minecraft ou Roblox qui sont toujours aussi populaires. Des projets ambitieux de métaverse ont existé et ont aussi connu des fins tragiques, comme le PlayStation Home qui ressemble finalement beaucoup à ce que Facebook nous présentait il y a quelques mois. Certes, l'immersion est différente, mais sur le principe, c'est la même chose. La grossière erreur que commettent la plupart des marques, notamment celle du luxe dont on parlait plus haut, c'est de voir les métaverses uniquement comme des espaces publicitaires supplémentaires à bas coût. Ou pire, des moyens de transporter les magasins physiques dans le virtuel. Alors que ce qui fait rêver les gens, c'est la liberté de ce qu'on appelait autrefois des univers sandbox. Si Minecraft est toujours aussi populaire, c'est parce qu'il est une fin en soi. Minecraft se suffit à lui-même, et les nouvelles expériences et opportunités commerciales émergent naturellement de ce substrat. Si le PlayStation Home a échoué, c'est parce que son objectif était d'être une place de marché et de publicité pour les produits PlayStation, avant d'être un univers d'expérimentation pour les utilisateurs. L'intérêt d'un métaverse, c'est de s'envoler, de construire, de se transformer. En somme, faire des choses qu'on ne peut pas faire dans notre réalité. Acheter et consommer de la publicité n'est pas une expérience qui sort du commun. C'est pourquoi chercher uniquement à utiliser ces outils pour reproduire les modèles de la réalité est une erreur. Pire, toutes ces entreprises cherchent avant tout à faire du name dropping à des fins uniquement marketing. Avoir un article publié sur une app utilisant des technologies émergentes a plus de valeur que le produit en lui-même de nos jours, même si l'app ne fonctionne qu'à moitié en fait. Les outils, supports et plateformes doivent servir avant tout à résoudre des problèmes. Pour les marques, se ruer sur ces technologies est aussi absurde que de vouloir absolument utiliser une scie circulaire avec une lame qui aurait été fabriquée d'un matériau venu de l'espace, indestructible et dont tout le monde parle. Vouloir créer une application en considérant que la technologie est une fin en soi et est suffisante pour créer l'attachement des utilisateurs est une erreur. Si je vous dis tout ça, c'est parce que c'est peut-être pour vous le moment de reconsidérer votre idée. Posez-vous les bonnes questions si vous envisagez d'utiliser les technologies qu'on a évoquées. Est-ce que votre idée peut se passer de ces technologies? Est-ce que la valeur de votre idée repose uniquement sur sa capacité à faire des gros titres? Est-ce que pour vous, l'utilisation de ces technologies est nécessaire pour que votre idée soit économiquement viable? Concernant Devolved et la pertinence des NFT pour mon projet, eh bien je vais répondre à cette question par une autre. Pourquoi faudrait-il que ce soit des NFT? Ce qui est intéressant avec mon projet, c'est qu'on a deux technologies émergentes qui peuvent être utilisées. D'un côté les NFT et de l'autre l'IA. Et c'est parfait pour démontrer les propos que j'ai tenus jusqu'ici. Ne pas avoir une aversion pour ces nouveaux outils. Avant de poursuivre, n'oubliez pas en cours de visionnage, si la vidéo vous plaît, de lui donner un pouce en l'air. Pensez également à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes, mais aussi à explorer la description dans laquelle, comme à chaque fois, je vous mettrai des ressources supplémentaires. Pendant une courte période d'environ un mois, j'ai commencé à évoquer sur la chaîne le sujet de l'IA. Le point culminant a été la révélation du projet Devolve. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui se sont désabonnées de la chaîne par pure aversion envers ces sujets, alors que pourtant je n'ai jamais évoqué un quelconque projet de NFT par exemple. Je pense qu'une partie des gens ressentent un réel ras-le-bol par rapport à toutes ces appellations. Mais s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de mettre des œillères non plus. Moi aussi, pour tout vous dire, je trouve la soupe qu'on nous sert complètement écœurante. Pourtant, il existe de réelles initiatives intéressantes. Parfois, ces technologies sont réellement utilisées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des outils. Et je pense que pour Devolve, c'est le cas. Pour faire cette démonstration, je vais faire un raisonnement par l'inverse. Une mauvaise utilisation de l'IA serait de vouloir en mettre là où ce n'est pas nécessaire. Imaginons une entreprise qui fabrique des mugs. Elle décide d'adopter l'IA dans son prochain modèle qui permettra de garder au chaud votre café en apprenant vos habitudes de consommation au fil des jours. Ainsi, après quelques semaines, votre mug saura exactement qu'il doit chauffer entre 8h et 9h. L'entreprise fait les gros titres. Un mug qui vous connaît mieux que personne. Et va vendre sur une courte période une tonne de mugs. Sauf qu'à l'utilisation, les gens se rendent compte qu'avoir un bouton on-off avec un minuteur, ou soyons fous, une app pour définir soi-même les plages de fonctionnement, une bonne fois pour toutes, fonctionnerait beaucoup mieux. Bref, vous comprenez l'idée, aucune raison de mettre l'IA dans tous les projets. Concernant Devolve, j'utilise l'IA comme un outil qui me permet de créer les illustrations des cartes, chose que je ne suis pas capable de faire moi-même et qui me demanderait, si je faisais appel à des illustrateurs, un budget que je ne possède pas. Et l'idée de Devolve n'émerge pas d'un opportunisme vis-à-vis des IA actuelles. Comme je le disais dans un autre épisode, ça fait
des années que je rêve de pouvoir créer mon propre jeu de cartes à collectionner. Même quand j'étais petit et qu'on n'avait pas les thunes pour s'acheter des boosters avec mon ami Rida, on inventait nos propres cartes qu'on dessinait sur papier. Pouvoir utiliser une IA pour la partie illustration des cartes débloque simplement mon rêve et ne me dispense pas de créer tout ce qui est nécessaire autour. Les noms, les descriptions, les univers, les mécanismes et même l'application. Tout ça c'est pour ma pomme, et sincèrement ça représente 90% du travail à effectuer. En plus de ça, je suis lucide et je perçois plutôt cette utilisation de l'IA comme un désavantage qui nécessite de trouver un sens dans le récit de mon idée. C'est pourquoi une partie du scénario de Devolved est basée sur la relation que j'entretiens avec Gwen, l'IA post-singularité qui commandite le projet. Je vous en ai parlé en intro, mais si vous n'avez pas vu la vidéo reveal, c'est le meilleur moyen pour comprendre de quoi je parle. En tout cas, voici la raison pour laquelle utiliser l'IA dans Devolved a du sens. Revenons sur pourquoi le projet n'a pas besoin d'être basé sur les NFT maintenant. Vous pourriez très bien vous dire que j'ai à ma disposition une communauté suffisante pour lancer un projet NFT qui pourrait me rapporter beaucoup d'argent. Développer une app NFT est plutôt simple de nos jours, et puis avec l'IA, aucun problème pour créer des milliers d'œuvres de collection. Il suffirait de leur donner une rareté artificielle et de vous proposer un système de prévente pour susciter la hype. Et sincèrement, j'ai envie de tout sauf de ça. J'ai vraiment à cœur que mon projet reflète aussi mes valeurs, et ça ce ne sont pas mes valeurs. Si Devolved doit me rapporter de l'argent un jour, ce sera pour ses qualités intrinsèques, pas pour des raisons spéculatives. Et je vais pas vous utiliser comme levier pour gagner de l'argent. Par contre, il est vrai que les NFT pourraient avoir un sens dans un cas très particulier. Si demain quelqu'un voulait lancer un projet analogue au mien, mais que les illustrations étaient produites par des artistes et non une IA, les NFT trouveraient une utilité. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, une carte a une valeur monétaire, et dans un jeu classique de TCG, il peut y avoir des dizaines voire des centaines d'illustrations différentes. Forger un NFT à chaque fois qu'une carte virtuelle est éditée permettrait de retracer son parcours, d'autant plus s'il y avait une place d'échange. Ainsi, assurer aux artistes une rémunération lors de l'édition, puis via une commission sur les échanges, le tout de façon automatique serait un excellent usage des NFT. Peut-être qu'un jour, en fonction de l'évolution du projet, Devolved pourrait prendre un tel virage et faire appel à des illustrateurs tout autour du monde. Dans ce cas, utiliser les NFT pourrait assurer le fonctionnement d'un marché mondial de l'illustration de cartes, et ça aurait du sens. Mais je vous le dis tout de suite, on n'y est pas du tout, et sincèrement, c'est pas du tout non plus la direction que j'ai envie de prendre. En somme, il faut bien faire la différence entre vouloir créer la hype sans justification technique et utiliser les outils qui nous sont offerts. Mettre des œillères, c'est comme si vous refusiez toute forme de langage de programmation haut niveau, sous prétexte que l'assembleur c'est le seul type de code valable. D'autres moyens éprouvés peuvent générer un engouement plus vertueux sur le long terme. Pour Devolved, concernant la MVP, pas du tout besoin d'utiliser des NFT. Toutes les problématiques, même celles de propriété des cartes, peuvent être résolues via des systèmes traditionnels. Je ne ferme pas le projet au NFT, que ce soit clair, mais si un jour, un tel système est intégré, ça sera pour solutionner un problème technique, pas pour un quick bucks. Et surtout pas sur votre dos. Je vous rappelle déjà que l'objectif c'est d'arriver à un MVP. Par contre, pour ce MVP, j'ai quand même besoin de créer de l'engouement, une envie pour les utilisateurs de découvrir les cartes, de leur donner une valeur monétaire et affective, et surtout que ça dure sur le long terme. Je vais donc maintenant vous dévoiler ma stratégie pour y arriver. Au fait, j'aimerais savoir dans quel camp vous vous situez. Vous êtes de ceux qui revendiquent les technos émergentes comme si votre vie en dépendait, ou bien vous y êtes complètement allergique et vous avez déjà cliqué sur le bouton pour vous désabonner juste parce que j'ai parlé des NFT. J'espère que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais j'aimerais avoir votre point de vue en commentaire, n'hésitez donc pas à donner votre avis. Générer un engouement véritable pour notre projet. Alors pour commencer, et parce que c'est comme le nez au milieu de la figure, la première mécanique que j'utilise pour créer l'engouement autour du projet, c'est tout simplement de partager avec vous tout le travail nécessaire pour arriver à notre MVP. C'est en effet parce que vous pouvez suivre épisode après épisode la naissance de Devolved, que vous allez à la fin avoir envie d'essayer l'application, je l'espère. On en parlait dans l'épisode précédent, mais c'est une stratégie à double tranchant. D'un côté, je suscite un certain engouement autour du projet, mais de l'autre, je vous dévoile aussi les secrets de fabrication. Ces secrets de fabrication pourraient, dans un sens, faire perdre un peu la magie du projet, mais aussi pousser certains à plagier le projet et à exploiter les idées que je pourrais avoir. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à la regarder après, car en réalité, c'est une crainte irrationnelle. Selon le niveau de confidentialité nécessaire à votre projet, c'est quasiment toujours une bonne idée de faire participer et d'impliquer vos futurs utilisateurs. C'est d'ailleurs ce qui donne au financement participatif ses lettres de noblesse. La seule différence dans mon cas, c'est que je ne vous demande aucune contribution financière. Mais l'esprit est là. Vous faites partie intégrante du projet, vous en êtes les acteurs en quelque sorte. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes directement impliqués dans les enjeux relatifs au lore de Devolved. Mais bon, ça c'est pour la partie engouement uniquement. Si derrière je ne crée pas chez vous l'envie d'ouvrir les paquets de cartes et découvrir le scénario qui se cache derrière, ça ne servira à rien. On va commencer doucement à parler de modèle économique dans cette partie, car votre désir est en lien direct avec cette question. Forcément, créer le désir et l'envie par rapport à notre produit va être entièrement conditionné par la nature de celui-ci. Mais la démarche que je vais vous présenter peut en fait s'appliquer à n'importe quel projet. Petite parenthèse avant la suite, n'oubliez pas le serveur Discord de la communauté pour partager votre propre projet dans le forum Vos Projets. Le but de cette série est de vous accompagner, et tenir un journal de bord sur le serveur vous permettra de conserver votre motivation. Si suffisamment de projets voient le jour, j'en parlerai sur la chaîne. Dans la description, vous trouverez donc une invitation, mais aussi un lien vers devclub.fr, la plateforme de la communauté. Vous y trouverez également mes réseaux perso, notamment mon GitHub. Allez, on continue. Revenons un instant sur ce qui fait le sel du projet Devolved, la collection. Cette notion de collection implique plusieurs choses, mais surtout un élément central, la rareté. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment, grâce à des mécanismes
mécanisme est prouvé, cette rareté peut provoquer une forme, j'emploie des mots un peu particuliers, mais d'addiction chez vous. Puis, dans un second temps, on ira directement sur le terrain pour analyser comment la rareté s'exprime dans la réalité et le virtuel. Avant de commencer, je vous mets en description le lien vers plusieurs vidéos de la chaîne The Game Theorist, qui traitent du sujet, notamment des lootbox et de l'addiction. Je me base en grande partie sur elle pour ce qui va suivre. Nous avons tous dans nos cerveaux un neurotransmetteur qui régule notre bonheur. Vous le connaissez sûrement, c'est la dopamine. Et notre smartphone est aujourd'hui notre distributeur préféré de dopamine. Vous recevez une notification, hop, shoot de dopamine. Vous vous demandez si telle donnée s'est actualisée sur telle application, hop, encore un shoot. Bref, nous sommes constamment en train d'utiliser notre smartphone dans l'objectif de recevoir une dose. Et ça, les jeux mobiles s'en sont fait une spécialité, au point d'optimiser au maximum les mécanismes. Ce ne sont pas les seuls, on peut ainsi voir dans le fonctionnement des casinos une situation analogue. Ce qui est intéressant, c'est ce qui provoque la dopamine. Ce n'est pas forcément le contenu d'une notification, ou le contenu d'une lootbox. Non, ce qui provoque le shoot, c'est l'anticipation du contenu. C'est le moment entre la vibration du smartphone et la découverte du contenu. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant dans le cas des jeux de cartes à collectionner. En étant un peu observateur, on remarque en fait que l'anticipation dont on parlait plus tôt est souvent rattachée à une forme de rituel. C'est flagrant dans le cas de l'ouverture d'un booster de cartes, il n'y a qu'à regarder de nombreuses vidéos de spécialistes sur la toile. Pour les paquets de cartes Pokémon, les plus rares, il vaut mieux mettre des gants pour ouvrir délicatement le paquet. Ensuite, et pour maximiser notre rapport en dopamine, on va retourner toutes les cartes et les ranger dans un certain ordre pour les découvrir lors d'une sorte de crescendo émotionnel. Là, on parle des spécialistes qui veulent faire le show. Mais de base, dans le design même des cartes se trouvent plusieurs éléments participant à ce rituel. Écriture dorée, film holographique, illustrations différentes, première édition, plusieurs aspects qui indiqueront à celui qui collectionne la rareté de ses trouvailles. Lorsque plutôt j'évoquais les spécialistes qui mettent des gants, c'est pour une bonne raison. Au-delà même de la rareté qui a été designée, une surcouche méta supplémentaire s'ajoute. Si on regarde à l'échelle globale de la distribution des cartes, même une très rare n'est finalement pas si exceptionnelle, compte tenu de la quantité éditée. C'est donc l'aspect même de la carte qui va jouer, si l'impression est parfaitement centrée, si elle ne présente pas de défauts, si bien entendu elle est dans un état de conservation parfait. Il existe même des entreprises spécialisées dans l'expertise pour grader des cartes et leur donner un caractère exceptionnel au sein d'un vivier de cartes déjà présent dans la nature. Cette méta-rareté va donc s'ajouter à la rareté de design, si on peut l'appeler ainsi. Gardons ça dans un coin de la tête. On a donc d'un côté l'objet de convoitise, dont la valeur est exprimée à travers sa rareté, et d'un autre côté le rituel pour y accéder. Dans le cas de Devolved, il va donc falloir trouver le moyen virtuel de reproduire la rareté, mais aussi le rituel. Il ne faudra pas oublier également que l'accès au rituel est lui-même réglementé par une logique économique. Commençons par l'expression de la rareté. Le plus évident, c'est d'abord de rendre aléatoires les cartes à l'intérieur d'un paquet. On va augmenter le nombre de cartes communes et réduire celui des légendaires. C'est très facile à faire en termes de code. Ensuite, on va adapter le design d'une carte pour ajouter des éléments qu'on a évoqués plus tôt. Pour Devolved, j'ai décidé d'opter pour 5 catégories. Commune, peu commune, rare, très rare et légendaire. Chacune des catégories possédera une couleur rareté qui se retrouvera sur le contour des cartes. On pourra utiliser 3 méthodes supplémentaires pour accentuer la rareté d'une carte. Écrire ou non le nom de la carte en couleur, utiliser un système de première édition, et enfin ajouter un effet brillant holographique. On essaie en fait de reproduire les éléments déjà présents dans la réalité sous forme virtuelle. Il faudra, lors des phases de design plus approfondies, juger de la pertinence et de la compatibilité des différentes méthodes de rareté. Dans un second temps, on va travailler sur le rituel. Ça signifie qu'on va devoir reproduire graphiquement un booster de cartes en reprenant les codes, encore une fois, de l'objet tel qu'il existe dans la réalité. Dans l'expérience virtuelle d'ouverture, il nous manquera un sens très important, celui du toucher. On pourra faire des essais, notamment avec une forme de retour haptique, mais nous adapterons certainement, de la même manière que Yu-Gi-Oh! Duel Links le fait, une abondance d'effets visuels pour pallier à l'expérience tactile. En faisant mes observations du rituel que nous propose justement Duel Links, je me suis aperçu que le système de rareté tel que je voulais le mettre en place au début était incompatible. Je m'explique. Comme on l'a vu précédemment, on veut retarder au maximum le moment où le contenu du paquet est dévoilé. Un moyen facile d'y arriver est de toujours placer la carte la plus rare au fond. Mais il faut qu'elle soit un tout petit peu visible pour justement susciter encore plus d'anticipation. Dans Duel Links, on voit en avance le type de la carte pour créer une première hypothèse de sa nature chez l'utilisateur. Mais avec mon système, la rareté est tout de suite dévoilée si le tour de la carte exprime sa rareté. Il a donc fallu que je ruse en termes de design. J'ai donc décidé de garder la même couleur pour la partie visible de la bordure quand les cartes se superposent et ainsi révéler la rareté uniquement à la découverte de la carte. Le petit bout d'illustration visible servira quant à lui d'indice d'anticipation. Si vous avez suivi l'épisode précédent, vous savez que j'ai parlé des displays et de comment justement Duel Links utilise un système un peu différent. Pour rappel, un display est une boîte de plusieurs boosters qui, lorsqu'ils sont achetés en magasin, assurent aux joueurs d'obtenir au moins une carte très rare. Mais en me documentant sur certains mécanismes de récompense, je me suis rendu compte que ce système était incompatible avec une stratégie très puissante qui consiste à augmenter les probabilités de
tirer une carte rare au fur et à mesure que la quantité de boosters déjà ouverts dans un même set augmente. Wow, c'était une longue phrase. Pour faire une analogie très compréhensible, c'est le même phénomène qui vous empêche de changer de file à la caisse du supermarché, même si celle d'à côté est moins remplie. Vous avez investi trop de temps dans la file où vous vous trouvez pour la laisser tomber. En fait, plus quelqu'un s'investit dans quelque chose émotionnellement, en termes économiques et temporels, moins il est susceptible d'abandonner. C'est pourquoi en fait, dans Duel Links, un display de la série complète vous est automatiquement réservé. Ainsi, vous êtes certain si vous arrivez au bout de compléter la collection. Avec le système classique des displays, il serait impossible de générer l'effet. Je suis allé trop loin pour abandonner. Et oui, c'est des malins chez Konami. On va donc leur emprunter l'idée. Dans le prochain épisode qui sera centré sur le modèle économique, on reviendra sur toutes ces stratégies et notamment le principe qui consiste à donner beaucoup et gratuitement aux nouveaux utilisateurs, puis progressivement réduire les quantités. On dirait vraiment un dealer. Le dernier point que je vais aborder est une réelle innovation d'après moi. Quelque chose que je n'ai pas vu dans les jeux virtuels actuels. On en a discuté tout à l'heure, c'est le côté expertise des cartes. Étant donné que notre MVP sera entièrement centré sur l'aspect collection, c'est une évidence qu'il faut tenter de reproduire la réalité le plus fidèlement possible. C'est pour ça que je parle de collection haute fidélité. Par exemple, dans une collection de timbres, ceux auxquels il manque des dents perdent énormément en valeur. On voit que pour les cartes, c'est également le cas. Même sorties du booster, elles peuvent déjà avoir une valeur amoindrie alors qu'elles sont neuves. L'idée serait donc d'ajouter un phénomène de vieillissement naturel des cartes. Plus le temps passe, et plus elles s'abîmeraient, leur grade baissant et perdant ainsi en valeur avec le temps. C'est quelque chose qui serait assez facile à coder, mais qui ajoutera vraiment ce côté haute fidélité à l'expérience de collection. Bien entendu, il faudra laisser la possibilité, quand on découvre une carte en la sortant du booster, de la mettre dans une protection, ou sleeve pour les intimes, pour arrêter en quelque sorte son vieillissement. Cet acte pourrait être fait a posteriori pour stopper la dégradation progressive d'une carte, mais on peut aller encore plus loin. Si l'utilisateur ne sleeve pas sa carte directement à la sortie du paquet, elle perd instantanément en grade. On pourrait relier cet acte de mettre dans une sleeve à par exemple une publicité récompensée. Mais on déborde déjà sur le sujet de la prochaine vidéo qui sera la monétisation. En tout cas, je ne sais pas vous, mais je trouve que ce processus de dégradation automatique d'une carte ajoute vraiment un côté physique à un objet immatériel. On va vraiment explorer cette piste et voir si c'est viable en MVP. Je voudrais juste avant de conclure vous donner mon point de vue sur l'éthique de tous ces mécanismes visant à créer le désir, parce qu'on a parlé d'addiction par exemple. À première vue, on pourrait trouver que c'est de la manipulation, du vol, du mensonge. J'ai même employé le terme addiction comme je le disais. Forcément, on va vouloir faire le parallèle avec les casinos et les jeux de hasard. Mais deux arguments réfutent cette idée. Le premier, c'est qu'au casino, quand vous perdez, vous n'avez rien en échange. De plus, les probabilités sont explicitement en faveur du casino. Dans le cas de notre jeu de cartes à collectionner, vous ne serez premièrement pas obligé de dépenser de l'argent, deuxièmement, vous obtiendrez toujours une contrepartie même si elle est immatérielle, et enfin, c'est le fondement même des jeux de cartes à collectionner, qui repose sur le hasard et l'anticipation. C'est ce qui fait la magie de cette discipline, et qui personnellement m'a toujours fasciné. Bon, c'est un gros morceau qu'on a vu aujourd'hui, et j'espère vous avoir démontré qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser des technologies émergentes pour susciter de l'engouement, du désir et de l'envie chez nos utilisateurs. Par contre, s'inspirer du réel, observer les rituels propres à notre domaine, et donc plus globalement respecter la narration qui préexiste pour écrire sur ses bases notre propre histoire, c'est bien ça le plus important. Cependant, ne soyons pas dogmatiques et gardons un œil sur tous ces outils qui permettent et permettront à l'avenir de réaliser des projets encore plus fous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater le prochain épisode. On se donne rendez-vous pour celui-ci. Ciao!